Hillary Clinton a donc gagné les primaires côté démocrate, mais elle devra attendre le mois de juillet pour être officiellement investie candidate par son parti. On se dirige donc vers un duel entre l'ex-secrétaire d'État et Donald Trump pour les Républicains. L'affrontement s'annonce très rude. En attendant, nous allons tenter de voir où en est l'Amérique en 2016. Pourquoi semble-t-elle prête à basculer dans tous les excès? Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les États-Unis se rapprocheraient aussi de plus en plus de ce à quoi on assiste en Europe. On en parle avec Olivier Piton. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, vous êtes président de la Commission des lois de l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous êtes l'auteur de ce livre passionnant qui s'intitule « La nouvelle révolution américaine ». C'est aux éditions Plomb dans la collection Tribune du Monde. Beaucoup parlent d'un jour historique après cette victoire d'Hillary Clinton. Olivier Piton, en quoi est-ce le cas selon vous ? C'est un jour historique parce qu'effectivement, comme l'a dit elle-même Hillary Clinton, elle a brisé le plafond de verre. Maintenant, la problématique pour elle, et c'est ce qui rend cette campagne absolument passionnante, c'est qu'Hillary Clinton est, bon an, mal an, la candidate du système. Le 3 mai dernier, lorsque Ted Cruz jette l'éponge chez les Républicains, nous avions à l'époque 4 candidats, Cruz, Trump, Sanders et Clinton, et sur ces 4 candidats, nous avions 3 candidats hors système et assumés comme tels, et une candidate du système, Hillary Clinton. Donc tout l'enjeu pour Hillary Clinton, au-delà de sa victoire d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs encore un tout petit peu contestée par Bernie Sanders, ça va être justement de jouer avec cette image de candidat du système, alors que l'opinion publique américaine, en tout cas une partie d'entre elles, se trouve être en colère, frustrée, et rejoint, en tout cas adhère à des thématiques que l'on connaît bien en Europe. Alors vous avez dit plafond de verre, il s'agit bien entendu de la première femme à briguer la Maison-Blanche pour l'un des 2 grands partis. Dans un pays comme les États-Unis, est-ce que c'est un obstacle aujourd'hui en 2016 ou est-ce que c'est au contraire un avantage? On sait qu'il y a beaucoup de pays d'Amérique du Sud qui ont des femmes présidentes. Est-ce que pour les États-Unis, c'est faisable selon vous? C'est tout à fait faisable. Hillary Clinton peut l'emporter. On a eu effectivement avec Barack Obama un candidat entre guillemets noir qui a été élu. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le positionnement d'Hillary Clinton en tant que candidate des femmes, en tout cas des catégories segmentées de la population américaine. Il y a eu ce fameux débat au cours du mois de janvier où Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État de Bill Clinton, avait lancé « Il y a une place en enfer pour les femmes qui ne supportent pas, qui ne soutiennent pas les femmes ». Donc on a cette espèce de fait d'assumer d'être une candidate des femmes. Et l'aspect amusant, si je puis dire, c'est que Trump accepte le combat sur ce terrain du genre, puisqu'il fustige Hillary Clinton en tant que candidate des femmes, le vote féminin, en essayant justement de la mettre, de la conserver, de la maintenir dans ce créneau. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour Hillary Clinton? C'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup d'hommes blancs qui soutiennent aujourd'hui Donald Trump et qui sont sensibles à ce discours misogyne, machiste. Donc le fait de se déplacer sur un terrain du combat homme-femme n'est pas peut-être forcément une stratégie gagnante à la fin. Il peut s'avérer risqué. De nombreux électeurs américains semblent désormais rejeter les élites, l'établissement. Il en est question dans votre livre. On le voit avec l'ascension fulgurante de Donald Trump. Quelle est l'ampleur du phénomène et Hillary Clinton peut-elle en pâtir elle aussi? Alors il y a un double phénomène. Il y a des phénomènes à gauche d'abord. Contestation radicale portée par Bernie Sanders. On a eu Occupy Wall Street. On a eu 99% qui aujourd'hui se change en Take on Wall Street. Donc on a une proportion de la population qui est à gauche de manière radicale et qui soutient Bernie Sanders, beaucoup d'indépendants, c'est-à-dire des gens qui ne se reconnaissent ni chez les républicains ni chez les démocrates. Et 40% de cet électorat indépendant qui a voté Bernie Sanders n'est pas prêt aujourd'hui, pour l'instant, à voter pour Hillary Clinton. Et parmi ces indépendants, on a beaucoup de jeunes. Il y a plus de jeunes qui ont voté pour Bernie Sanders que de jeunes qui ont voté pour Hillary Clinton et Donald Trump réunis. Donc on a un phénomène très fort de frustration à gauche. Et puis à droite, évidemment, vous l'avez dit, il y a à partir du Tea Party, donc de février 2009, toute une contestation alors très large et très protéiforme, contestation morale, contestation économique, contestation politique, rejet de la mondialisation, rejet des élites financières, politiques, qui s'agrège et qui s'est agrégé autour de un petit peu Ted Cruz, mais surtout Donald Trump. Et ce môle peut effectivement créer la surprise. Encore une fois, il y avait, le 3 mai, tellement de candidats hors système qu'on était dans une configuration absolument inédite.
que l'on retrouve peu ou prou dans certains pays très, très marqués en Europe, je pense en particulier à la Grèce, mais qui est tout à fait inédit, effectivement, aux États-Unis. Dans votre livre, vous semble dire, si je résume, mais c'est vraiment un résumé, c'est l'expression Europe-États-Unis, même combat, c'est-à-dire aujourd'hui en 2016. On a des thématiques qui sont extrêmement proches. Critique de l'immigration, critique de la mondialisation, critique d'un pouvoir, d'une élite financière très forte, contestation effectivement du côté de Bernie Sanders avec la critique de Wall Street, et en même temps politique, rejet des élites. Et même sur le politiquement correct, on a une remise en cause, une transgression du politiquement correct, évidemment par Donald Trump, sur les femmes, les anciens combattants, les Mexicains. Gonzalo Curiel, qui est donc le juge mexicain qui a été remis en cause par Donald Trump parce qu'il s'attaquait à son université, fait montre aussi d'une transgression, d'une xénophobie que Trump assume, et à mon avis, on n'est qu'au début du processus. L'autre question qui est au cœur de votre livre, c'est comment les États-Unis sont-ils arrivés à devoir choisir entre un national populiste, ce sont vos termes, et une social-démocrate interventionniste au sens politique étrangère? Alors, il y a plusieurs explications. J'essaie d'expliquer dans mon livre que, en fait, il y a plusieurs points de départ. Le premier point de départ, c'est la fin de la guerre froide, où on a un département d'État, donc une politique étrangère, une diplomatie américaine qui est perdue, qui perd son adversaire prioritaire, et qui donc va mener une politique de l'émotionnel qui va se concrétiser par l'intervention en Somalie, évidemment l'intervention en ex-Yougoslavie, l'intervention également en Irak, bien évidemment. Après le 11 septembre. Donc le 11 septembre est la deuxième grand événement qui va contribuer à radicaliser les Américains et à faire que les Américains vont souvent se considérer comme étant une espèce de citadelle assiégée avec le reste du monde contre soi, ce qui va d'ailleurs radicaliser des positions. On a évidemment, vis-à-vis de l'immigration musulmane, des propos extrêmement durs. Beaucoup de gouverneurs républicains ont refusé que des immigrants syriens puissent venir se réfugier aux États-Unis. Donald Trump qui dit lui-même « on ferme les frontières à tous les musulmans tant qu'on n'a pas compris ce qui se passait ». What the hell is going on? Et on a donc une vraie colère. Et cette colère, elle est doublée d'une colère et d'une frustration économique. La situation économique aux États-Unis s'est améliorée jusqu'à ces derniers mois. Elle recommence aujourd'hui à basculer. Il y a une pression sur les salaires. Le chômage était 4,7%, donc il reste bas. Mais il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Et donc, comme toujours dans ces cas-là, on va rechercher des boucs émissaires. Et quand on va rechercher des boucs émissaires, on va souvent rechercher des réponses qui sont des réponses de colère. Sans doute aussi peut-être le ras-le-bol de l'alternance entre deux partis classiques, comme on peut les avoir en Europe. Alors l'enjeu de la campagne, on y vient, elle va être très difficile, elle s'annonce dure. Il y a déjà des vidéos qui circulent depuis quelques jours, notamment celle de Monica Lewinsky, avec cette affaire, on se souvient à l'époque d'adultère, entre guillemets, de Bill Clinton, qui est l'époux d'Hillary Clinton. Aujourd'hui, ce sont plutôt des images de personnes soi-disant agressées, alors qu'elles sont des partisanes de Donald Trump. On va venir aux enjeux de cette campagne. Selon vous, si l'un ou l'autre camp l'emporte, qu'est-ce que ça change? Quel est l'enjeu pour les États-Unis d'aujourd'hui? Alors d'abord, il y a un fait tout à fait inédit, c'est qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est sacrée. Et voir des manifestations lors de meetings de Donald Trump est quelque chose de tout à fait inédit. C'est quelque chose à laquelle on n'avait jamais assisté dans le passé, en tout cas dans un passé récent, avant le combat des civil rights. Donc, il y a d'ailleurs une volonté chez les supporters de Donald Trump de lutter contre ce phénomène. Donc ça a tendance un peu à les agréger. Deuxièmement, Donald Trump assume et joue de cette transgression et de cette provocation. C'est-à-dire qu'évidemment, lui va en tirer profit pour se positionner plus que jamais comme candidat anti-système. Il l'a fait dans le passé, il va le faire dans la seconde partie de la campagne. D'une part, parce qu'il connaît très bien Hillary Clinton, il ne faut pas oublier qu'il était, durant les années de présidence de George W. Bush, adhérent démocrate, en tout cas enregistré comme étant démocrate. Il avait d'ailleurs financé la campagne d'Hillary Clinton quand elle s'est présentée au Sénat pour représenter l'État de New York. Ça pourrait ressortir très vite. Donc il y a des vieux dossiers qui vont ressortir, probablement. Il va y avoir sans doute entre ces deux adversaires des coups bas d'une violence exceptionnelle que l'on a du mal à mesurer aujourd'hui. En tout cas, cette campagne va être extraordinairement violente. Et comme je le disais au début, elle va se situer aussi sur le combat homme-femme, assumé par les deux candidats pour des raisons radicalement opposées, on risque d'avoir effectivement souvent des campagnes d'une violence inouïe
comme on l'a vu déjà au cours de ces derniers jours avec des clips très durs. Il y a un homme que l'on n'a pas encore cité et qui va, qu'on le veuille ou non, jouer un rôle dans cette présidentielle américaine inédite. Il s'agit de Barack Obama, 53%, on le disait sur TV5 Monde, d'opinion favorable, de quoi faire pâlir de nombreux présidents dans le monde. On n'a jamais vu ça aux États-Unis depuis Ronald Reagan. Et à l'époque, le vainqueur de la présidentielle suivante, c'était George Bush père. Quel rôle, selon vous, pour Barack Obama? Est-ce que son bilan peut jouer en faveur ou en défaveur d'Hillary Clinton? Barack Obama a sans doute, comme beaucoup de présidents sortants, aura un bilan à défendre et qu'il défendra, parce qu'il est probablement extrêmement positif, mais avec le temps. Il lui faudra du temps pour démontrer qu'il a été le président que les Américains souhaitaient. Deuxièmement, il a décidé, effectivement, vous avez raison, de s'investir en cette campagne. Jeudi, c'est-à-dire demain, il va recevoir Bernie Sanders pour tenter de rassembler le camp démocrate. Bernie Sanders a déjà laissé entendre, mais ça peut changer, qu'il n'était pas encore prêt à lâcher la bataille. Il faut savoir qu'il reste encore une primaire dans le district de Columbia le 14 juin. Donc la bataille des primaires chez les démocrates n'est pas complètement terminée. Et Bernie Sanders la poursuit. Oui, il veut s'investir. Il marque effectivement de manière très très forte le danger que peut représenter. Il pointe le danger que pourrait représenter une victoire de Donald Trump. Il est sincère, bien que ses relations avec Hillary Clinton n'aient pas toujours été au beau fixe. Il est en tout cas probablement sincère dans ce positionnement. La question qui se pose, c'est quel poids véritable aura-t-il aujourd'hui dans cette campagne pour modifier le vote des électeurs ? Pas évident que chez les indépendants, ceux qui ne se situent pas dans les partis qui vont faire l'élection, on aura véritablement un poids important de la part d'Obama. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, depuis 1992, vous avez 18 États qui ont toujours voté démocrate. Ce qui représente 242 délégués, et il en faut 270 pour gagner la présidentielle. C'est-à-dire qu'il en manque 18 délégués. Si les démocrates se limitent à conserver ces États-là, ils ont pratiquement gagné l'élection. En comparaison, les républicains, ils ont 12 États qui ont toujours voté républicain depuis 1992. Ça fait 102 délégués, ça fait donc une marge beaucoup plus importante pour Donald Trump pour récupérer, à combler pour arriver à 270 délégués. La question, ça va être de savoir, dans un certain nombre d'États, les Rust Belt en particulier, dans les États où il y a beaucoup de chômage, où il y a des problématiques très fortes en matière d'industrialisation, comment est-ce que l'électorat va évoluer? Encore une fois, la crise économique, ou du moins le moins bien économique, est plutôt problématique pour Hillary Clinton et sans doute, paradoxalement, une bonne nouvelle pour Donald Trump. Ce sont les fameux déclassés de la crise. La nouvelle révolution américaine, édition Plomb, collection Tribune du Monde. Pour vous, c'est donc un tournant, cette élection américaine. Et il y a une nouvelle révolution américaine en cours. Il faut lire le livre pour tout comprendre. Merci à vous, Olivier Piton, d'être venu sur notre plateau.